Bonjour à tous, si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble, la séance de rattrapage de toute l'info. Celle que vous avez peut-être ratée, c'est maintenant. Alors surtout, restez avec nous, vous allez tout savoir sur Israël. L'évolution de la population israélienne est en train de dessiner un nouvel ordre. Ce sont les populations ultra-orthodoxes et arabes israéliennes qui pourraient bien détrôner les Israéliens laïcs. Un changement qui modifierait radicalement l'identité du pays. Une étude de l'université hébraïque fait le point. Et Benjamin Le Suef a enquêté. Regardez. Israël est un pays jeune, tant par son âge que par sa population. Depuis sa création en 1948, celle-ci y a plus que décuplé. On compte aujourd'hui en Israël 8,5 millions d'habitants. Jeune aussi puisque près de 30% de la population a moins de 15 ans. Une population qui continue d'augmenter de près de 2% par an. À l'horizon de 2050, le pays devrait compter presque 14 millions d'habitants. Un dynamisme stimulé par une situation économique relativement favorable. En dépit de tout, le conflit a créé une situation relativement stable. Une situation dans laquelle le niveau de vie a beaucoup amélioré et, quoique ça peut paraître un peu un paradoxe, un niveau de vie plus élevé aide à avoir plus d'enfants. Ce qui explique pourquoi en Israël et en Palestine, le taux de natalité est plus élevé par rapport à l'Égypte ou par rapport à la Syrie, au Liban et à d'autres pays de cette région. En théorie, ça devrait être le contraire. Si Israël possède une fécondité exceptionnelle pour un pays développé, le facteur économique n'est pas la seule explication. La société israélienne est considérablement imprégnée par la religion. Les Haredim, la frange ultra-religieuse de la population juive, représentent 10% de la communauté juive en Israël. Le taux de fécondité de cette population est bien plus élevé que la moyenne nationale. 7 enfants par femme pour 2,3 pour les laïcs et les traditionalistes. Avec un tel taux de fécondité, les Haredim pourraient représenter 30% de la population juive en 2050. Un phénomène pourtant à pondérer. Les plus religieux ont plus de poids, quoique il existe aussi le phénomène contraire, c'est un phénomène de sécularisation. Donc les religieux ont plus d'enfants, mais une partie de ces enfants devient plus laïque. Et donc en moyenne, l'effet est plus modeste, il existe, il est remarquable, mais il est plus modeste par rapport aux expectatives. Ces projections sont à mettre en perspective en fonction des frontières que l'on envisage. La carte de la région est complexe. Israël dans ses frontières de 67, Jérusalem-Est et le plateau du Golan, auquel il faudra ajouter la Cisjordanie et la bande de Gaza. De ce point de vue, le côté juif doit se poser un point d'interrogation car la proportion, le pourcentage de juifs sur le territoire dépend fortement de la délimitation territoriale que nous choisissons. Dans l'espace de l'État d'Israël officiellement reconnu, la population juive représente 80%. Si l'on ajoute la population de la Cisjordanie dans le total de l'État d'Israël, le pourcentage de la population juive s'élève à 60% et 40% d'Arabes palestiniens qui sont citoyens d'Israël ou qui ne le sont pas. Et si l'on ajoute Gaza, la population juive sur le total n'est que d'à peine 50%. Des chiffres régulièrement utilisés comme un outil politique d'un côté comme de l'autre. Mais le démographe garde l'espoir. C'est donc plutôt la cohabitation, la coexistence, l'harmonie des différents qui puissent quand même se comprendre et vivre les uns à côté des autres en pleine tolérance. Le mot tolérance, c'est la clé de tout cet exercice et ce n'est pas facile dans le Moyen-Orient contemporain. Israël qui représente quand même un cas particulier parmi les pays développés, puisqu'en 1948, on comptait seulement 806 000 habitants, mais le pays a connu un décuplement de la population dû en grande partie à l'immigration des Juifs des autres pays. Et aujourd'hui, bonjour Lise, bonjour Maurice, bonjour Dror, il y a un autre phénomène qui se propage, Lise, c'est justement la fuite des Israéliens vers d'autres pays. Est-ce que finalement Berlin, c'est la nouvelle terre promise? Alors c'est peut-être une des nouvelles terres promises des Israéliens. En tout cas, il y a un mouvement qui est né en 2014 qui s'appelle Olim les Berlin, ce qui veut dire montons à Berlin. C'est parti d'une page Facebook qui a été créée en septembre dernier par un Israélien expatrié en Allemagne, Nahor Narkis. En fait, il a posté une photo d'un Milky. Alors le Milky, c'est le yaourt viennois qu'on connaît tous. Il a posté cette photo et il a montré que le Milky coûtait 3 fois moins cher en Allemagne qu'en Israël. C'est une photo qui a été vue 600 000 fois et qui a déclenché une véritable vague de petites protestations sociales. Les Milky protestent pour dénoncer un peu le niveau de vie trop cher en Israël et ça a fait tomber un tabou
tabou, puisqu'il y a eu ensuite un sondage qui a été mené par une chaîne de télé israélienne qui a révélé que 30% des Israéliens se verraient bien partir du pays si l'occasion se présentait. Oui, enfin, les départs vers l'étranger, ils ne sont pas si nombreux quand même. Non, en fait, aujourd'hui, la chose qui a changé grâce à ces Milki Protest, c'est que les Israéliens qui partent faire des études ou qui partent pour décrocher un travail à l'étranger ne sont plus vus comme des lâcheurs. Et au niveau des chiffres, c'est quand même à tempérer. En 2012, par exemple, il n'y a eu que 15 900 départs qui ont été compensés par les arrivants, qui étaient quand même 19 200. Et 2 ans plus tard, en 2014, un quart de ces exilés étaient déjà sur le retour. Donc en fait, depuis 1949, il y a seulement 700 000 personnes qui ont quitté Israël. Nouveau phénomène aussi qui questionne la démographie israélienne. Aujourd'hui, des nombreux citoyens israéliens demandent la nationalité de leurs ancêtres. Oui, alors en Europe, les consulats de Hongrie et de Pologne sont débordés par les demandes de ressortissants israéliens qui demandent la nationalité de leurs aïeux. Mais il y a un pays en Europe qui a décidé de franchir le pas, c'est l'Espagne, qui a adopté le 10 juin dernier une loi qui facilite la naturalisation des descendants de juifs séfarades qui ont été expulsés en 1492 par la reine Isabelle la catholique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de signes de la culture judéo-espagnole qui ont perduré. Par exemple, certains séfarades parlent aujourd'hui le ladino, qui est une sorte d'espagnol, même si ça fait plus de 500 ans qu'ils ont quitté l'Espagne. Alors pour avoir la nationalité espagnole, il faut passer un test de langue, payer une taxe quand même de 100 €, prouver sa filiation par le nom de famille et prouver aussi qu'on a des liens avec les coutumes espagnoles, et on a déjà enregistré 90 000 demandes qui viennent de partout dans le monde, notamment d'Israël, de Grèce, du Venezuela et de Turquie. Vous en connaissez beaucoup des Israéliens comme ça qui veulent prendre la nationalité espagnole, Dror Eben Sapir? Il y en a pas mal effectivement, mais l'important c'est pas la nationalité espagnole en tant que telle. L'important c'est que l'Espagne fait partie de l'Union européenne, et à partir du moment où on a un passeport espagnol, et ben on peut s'installer partout en Europe, étudier partout en Europe, parfois à moindre frais qu'en Israël même. Maurice, vous apportez 2 éclairages complémentaires sur cette démographie israélienne. Tout d'abord, est-ce qu'on peut parler de baby-boom? En tout cas, le baby-boom est confirmé par les données de l'OCDE. Israël possède le taux de natalité le plus élevé des pays développés, un taux à peu près double. Un taux de fécondité chez les femmes juives autour de 3 enfants, 3,5 pour les femmes arabes et même 5,4 pour les bédouines. Je vous rappelle à titre de comparaison que le taux de natalité en France est de 2,08. Alors, résultat du taux de fécondité et de l'immigration, il y a 8,5 millions d'habitants en Israël aujourd'hui. La population israélienne, vous l'avez dit, a doublé au cours des 25 dernières années. Les projections sur 45 ans sont impressionnantes. 20 millions d'Israéliens en 2059. Et le président Rivlin, dans tout ça, qu'est-ce qu'il pense? Alors lui, disons tout d'abord que le président Rivlin se méfie des statistiques et surtout de la démographie qui, trop souvent, dit-il, est utilisée en Israël comme une arme politique. Écoutez-le. בישראל יש מילה אחת שמזמן הפכה לכלי נשק, דמוגרפיה. במילה הזאת משתמשים בדרך כלל כשרוצים לתקוף טענה מסוימת. ואולם בעלי האוזן המוזיקלית מבינים שבדרך כלל אין זו אלא דרך מנומסת לכאורה לתאר אוכלוסייה כזאת או אחרת כאיום או כסכנה. Voilà, une crainte qui provient d'un vaste bouleversement démographique en Israël. Au cours de ces 50 premières années, le tout jeune État était composé d'une large majorité de laïcs, des sionistes aux idéaux socialisants, avec 3 minorités, les sionistes religieux, les ultra-orthodoxes et les arabes. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Reuven Rivlin s'appuie sur le nombre de classes dans les différents réseaux scolaires pour distinguer ce qu'il nomme les 4 tribus d'Israël. Écoutez son analyse. כיתות א' היום מורכבות מכ-38% חילונים ממלכתיים, כ-15% דתיים לאומיים, ממלכתיים דתיים, כרבע ערבים וקרוב לרבע חרדים. אמנם הסדר הישראלי החדש דורש מאיתנו היום לעבור מהתפיסה המקובלת של רוב ומיעוט לתפיסה חדשה של שותפות. Alors Dror, cette répartition, ça va changer? Écoutez, il y a
Deux choses qui me gênent un petit peu, moi, dans le discours de notre cher président Reuven Rivlin. La première, c'est qu'il y a évidemment des présupposés idéologiques, parce que Reuven Rivlin est quelqu'un qui considère que la démographie donc, ne doit pas être une arme, et il considère aussi qu'on peut donc annexer les territoires de Cisjordanie et faire avec une très importante minorité arabe palestinienne qui deviendrait israélienne. C'est quand même une position très minoritaire dans la vie politique israélienne. Et puis, lorsqu'on parle des 4 tribus, le problème, c'est qu'on peut avoir tendance à vouloir laisser chacun des individus dans l'intérieur de ces tribus ou de ces appartenances tribales. Et on l'a rappelé dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure avec le démographe Sajo de la Pegrola, un enfant qui naît aujourd'hui dans une famille, par exemple, juive ultra-orthodoxe, eh bien, il ne va pas peut-être finir sa vie en étant un juif ultra-orthodoxe. L'État peut peut-être donner à ces jeunes-là le moyen, eh bien, peut-être de changer d'appartenance, peut-être de découvrir, et c'est important pour les juifs ultra-orthodoxes qui ne travaillent pas, il y a une question économique aussi, et donc peut-être qu'il faudrait arrêter de parler de tribus et de parler d'un ethos israélien qui pourrait être davantage unificateur. Vous êtes d'accord, Maurice ? Je crois que l'intention du président, c'était surtout de demander aux Israéliens de regarder la réalité en face, cette nouvelle réalité en face, ensuite de mettre un terme à la défiance entre ces différentes tribus et surtout apprendre à vivre ensemble et à cohabiter. Eh bien, en tous les cas, la natalité israélienne qui se porte bien, on l'a compris. L'industrie israélienne qui se porte bien aussi. La compagnie SodaStream est une société israélienne qui fabrique des machines à faire du soda. Grâce à leur procédé, vous pouvez faire vos propres sodas à la maison. En raison de leur emplacement de l'usine au cœur de la Cisjordanie, SodaStream fait parfois face à des différentes campagnes de boycott. Le CIO de SodaStream affirme pourtant vouloir créer un lien entre les Palestiniens et les Israéliens. La société veut donc promouvoir le dialogue et la bonne entente entre les deux peuples. Aujourd'hui, SodaStream a déménagé, mais fait la une en affirmant vouloir accueillir des réfugiés syriens. Il ne manque plus que l'aval du gouvernement. On regarde le reportage et on en parle après. La société SodaStream fait à nouveau parler d'elle. En pleine crise des migrants, ce fournisseur de machines à soda et à eau gazeuse offre aujourd'hui des emplois à des réfugiés syriens. Une annonce faite en collaboration avec le maire de Rahat, ville bédouine, où est implantée l'usine de soda, mais qui doit encore être approuvée par les autorités israéliennes. SodaStream aimerait ainsi aider plus de 200 familles, soit au moins 1 millier de personnes. Une initiative qui, selon le PDG de l'enseigne, permettrait aux réfugiés de construire une nouvelle vie en Israël. En tant que fils de survivant de la Shoah, je refuse de rester planté là et d'assister à cette tragédie humaine sans rien faire. Le temps est venu pour les entreprises locales et les leaders municipaux de considérer la crise humanitaire syrienne et prendre des initiatives en faveur de ceux qui ont besoin d'aide. La société qui a provoqué la controverse en s'implantant en Cisjordanie et en employant des Palestiniens continue donc de défrayer la chronique, même si elle a été transférée dans le sud du pays. Le maire de Rahat, Talal Al-Krenaoui, a affirmé que l'hospitalité faisant partie des valeurs bédouines, il ne veut pas laisser ces gens démunis dans l'indifférence. Une initiative qui semble compromise au vu des déclarations du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, qui a rejeté les propositions de prise en charge de réfugiés syriens. Et justement, cette entreprise, SodaStream, a récemment été la cible du mouvement BDS qui vise le boycott d'Israël. Lise Barenbaum. Oui, en fait, le BDS fait pression sur beaucoup de magasins, notamment en France, pour qu'ils arrêtent de distribuer des machines SodaStream. Et le PDG de la marque a répondu en disant que le BDS mène tout simplement une campagne antisémite. Donc, on l'a vu, les locaux de l'entreprise ont été transférés dans le Negev en Israël. Ils ne sont plus en Cisjordanie. Donc, le PDG dit qu'en fait, le BDS, finalement, prend des positions anti-palestiniennes, puisque SodaStream employait énormément de Palestiniens. Dror, selon vous, qu'est-ce qu'il y a derrière la déclaration justement du président de SodaStream ? Écoutez, vous savez que SodaStream est une entreprise en difficulté qui a perdu beaucoup d'argent ces derniers temps. Le fait qu'elle ait été obligée de délocaliser le quartier général de son entreprise qui se situe à Ma'ale Adoumim, donc en Cisjordanie, ça a dû leur coûter beaucoup d'argent. Ça a dû leur coûter beaucoup en termes d'image publique, notamment dans les pays occidentaux. Et donc, il y a probablement, de la part du PDG de SodaStream, une volonté d'améliorer l'image publique de sa société. Et donc le chiffre d'affaires, on appelle ça en bon anglais PR, Public Relations. Il y a un peu de ça. Il y a peut-être un peu de sincérité aussi dans ce qu'a dit Daniel Birmon, le PDG de la société. Mais tout de même, il sait très bien que les autorités israéliennes, Netanyahou l'a dit à plusieurs reprises, n'ont pas l'intention d'accueillir de réfugiés syriens sur le territoire israélien pour des raisons qui sont évidentes, la population syrienne étant considérée comme hostile à Israël.
On va parler sport et football plus précisément. Je sais que vous adorez ça. Lise Barenbaum, Israël a peut-être perdu un grand entraîneur. Oui, le Maccabi Tel Aviv est peut-être passé à côté d'une pépite. C'est l'entraîneur Paolo Sousa qui officie aujourd'hui à la Fiorentina et qui, cette saison, signe des matchs absolument exceptionnels. Il a gagné 5 fois sur 6. Il est même leader du championnat d'Italie en ce moment. Avant l'Italie, il était en Suisse, au FC Bâle, et juste avant, au Maccabi Tel Aviv, où il a quand même été sacré champion d'Israël. Mais on l'a laissé partir un petit peu vite, et certains le regrettent, notamment Jordi Cruyff, qui est le directeur technique du Maccabi. Et oui, comme quoi peut-être qu'on n'a pas suffisamment fait en sorte, le chèque n'était pas suffisamment gros pour le garder chez nous, ici en Israël. Rapidement, Lise, la femme de la semaine, c'est qui? Alors c'est un homme, c'est Mordechai Kirschenbaum, qui est décédé à l'âge de 76 ans. C'est l'un des fondateurs de la télé israélienne. Il a été patron de la radio, animateur télé, et il a reçu le prix d'Israël en 1976. Merci Lise, merci Maurice, merci Dror d'avoir participé à Midi Ensemble à Israël Inside. Notre séquence s'achève, malheureusement que le temps passe vite. En votre compagnie, on se retrouve très vite pour en savoir encore plus de choses sur Israël. Surtout, restez avec nous car Midi Ensemble, ça continue.